retrouver pour une nouvelle chronique. Donc si vous avez vu la chronique d'avant, c'est le tome 2. C'est un peu logique. Donc il s'agit d'Angelopolis de Daniel Trussoni, donc aux éditions Fleuve Édition cette fois. Et pas aux éditions Fleuve Noir, parce que comme je vous l'ai dit, pour la Malédiction des Anges, la maison des éditions a changé de nom. Donc là c'est des épreuves de corrigé. Donc le livre est paru le 10 avril 2014, donc il y a 2 ans maintenant. Je peux pas raconter parce que sinon ça fait d'Airplay et je pense pas que vous aimerez. Donc c'est l'édition Fleuve Édition, donc là c'est la couverture chou blanc, je vais vous mettre la couverture définitive maintenant. Donc la couverture actuelle je la trouve assez pas mal, donc mon point de vue. Donc de quoi parle ce tome-ci? Donc on est quelques années après le tome précédent, donc sur la malédiction des anges, donc de Daniel Trussoni. Donc juste à vous parler de résumé de mon avis, je tiens à faire un petit point. Sans vouloir, j'ai appelé Verlaine, donc le personnage qu'on a suivi dans ce tome-ci, je l'ai appelé Francis dans le tome précédent, donc je pense que vous l'aurez vu. Et je tiens à dire qu'il ne faut pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu la malédiction des anges, parce que sinon je risque de vous spoiler, mais à mort. Et je pense pas ce que vous voulez. Ma fenêtre est ouverte, c'est pour ça que vous entendez les voitures. Donc dans le GPS, on va suivre qui? Verlaine. Quelques années après le tome précédent, 5 ou 10, je sais plus exactement. Donc on suit Verlaine qui avait commencé à avoir vraiment des liens forts envers Evangeline. Sauf que après ce qui s'est passé à la fin du tome de la Malédiction des Anges, donc, si vous l'avez lu, vous savez très bien qu'Evangeline est devenue une des anges et qu'elle a choisi de les rejoindre. Verlaine est devenu un chasseur d'anges, donc un angéologue. Il se retrouve entre un choix... Ah, j'ai plus le nom, le choix cartésien, je sais plus trop comment on dit. Donc voilà, c'est soit il sauve Evangeline, soit il doit sauver, préserver le monde des hommes. Et se retrouve tout ça, et il doit suivre avec certains de ses compères angéologues certaines solutions pour. Donc déjà Evangeline doit choisir entre choisir son camp, et il y a une manière justement de mettre fin également au Néphalim. Pour le cas de Verlaine, c'est de comprendre ce que cachent les œufs de Fabergé. Donc je pense que je vous remets dans le contexte, les œufs de Fabergé, en fait, c'est les œufs que a créé Fabergé, qui sont de très beaux œufs qu'on ouvre comme ça, qui ont été destinés à la famille du tsar Nicolas II, notamment. Et tout ça va avoir un lien, en fait, un peu tout ça. Cette quête des œufs de Fabergé, leur quête. Verlaine qui ne sait pas que faire entre aider Evangeline ou sauver les hommes. Evangeline qui doit aussi choisir son camp. Là, on est vraiment concentré sur Verlaine. Voilà, donc non, alors ce tome 2 je l'ai trouvé mieux que le tome 1 niveau là on a suivi Evangeline dans le premier tome, là on suit Verlaine. Ce livre est il y a 2 ans, donc apparemment l'auteur a mis un peu plus de temps pour écrire mis pas mal de temps pour écrire ses romans pour vraiment approfondir. J'ai aimé la chronique qu'a fait Noémie de la chaîne N'y a qu'un pas. Si je retrouve sa vidéo, je vous la mets ici et en barre d'infos. Comme ça, je la rechanterai pas mal sur certains de ces points, parce que c'est vrai que l'auteur a mis pas mal de temps avant de sortir ce tome-ci, après avoir sorti La Malédiction des Anges. Tout ce qui concerne les œufs de Fabergé, je trouve ça vraiment très instructif. J'ai déjà entendu des œufs de Fabergé quelques années avant, par le biais de la série animée Détective Conan. Donc ils en ont parlé dans un petit film, enfin, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Puis même récemment, j'ai regardé des épisodes d'histoire, notamment... L'ombre d'un doute où il parle du cas de Rasputin, de la famille de Nicolas II, etc. C'est vraiment, on en apprend vraiment, et j'ai déjà lu, je me suis renseignée avant, donc on sent que Daniel Trussoni a mis pas mal de points là-dessus. On a vraiment cette espèce de quête vraie, on y va vraiment à fond. C'est un livre comme La Malédiction des Anges que j'ai envie de relire, parce que c'est un des livres qui m'a vraiment marqué. J'ai envie même d'imprimer la vraie couverture et de la mettre là, parce que le blanc c'est en train de m'horripiler. Donc voilà. Mais c'est vraiment un roman qui est tout petit, donc c'est pas la version définitive, hein, donc je sais pas. Là, la version d'épreuve non corrigée fait 313 pages, donc je sais pas combien dure la version définitive. Mais j'ai vraiment adoré ce roman. Je crois qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir lu le tome 1 pour comprendre ce qui se passe dans le tome 2. Mais ouais, je pense qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'il y a une certaine continuité entre le tome 1 et le tome 2. Donc c'est un peu ça, est-ce qu'on se dit... Moi j'ai enchaîné les deux assez rapidement, donc je comprenais un peu ce qui se passait. Mais le tome 1 en fait a pas beaucoup de choses qu'on a doit comprendre pour Angelopolis. Donc c'est vraiment un roman que j'ai kiffé lire. On adorait revoir les personnages qu'on revoit quelques années après, qui ont vraiment évolué, qui ont vraiment changé. Il s'est passé beaucoup de choses entre le tome 1 et le tome 2. Et j'ai vraiment aimé ce côté, on doit découvrir certaines choses avant l'ennemi. C'était vraiment intéressant.
Et là, le fait qu'on se concentre sur Verlaine, qui a vraiment pas mal changé, tout ça, ça a vraiment permis d'avoir la suite d'un récit sous travers de notre ange, non, Verlaine n'est même pas un ange, d'un autre point de vue, d'un autre personnage. C'est dommage qu'Évangeline a été un peu effacée. On en parle, mais elle n'a pas, je crois, la même importance que dans le premier tome en fait. J'aurais mis un petit peu ce point-là. Mais vraiment, c'est un livre qui est addictif, qui est vraiment intéressant. On a beaucoup de personnages. Je crois me souvenir qu'on parle de l'Atlantide en plus. Donc je me dis, ça fait 2 ans que j'ai lu qu'il y a des romans qui m'ont marqué plus que ça et que je m'en souviens très bien, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est un livre qui vraiment m'a beaucoup plu dans le sens où c'est vraiment addictif. On a toujours cet aspect ange qui est présent, mais ce côté œuf de Fabergé qui cache des secrets, qu'il faut qu'on découvre ce que c'est avant l'ennemi, etc. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup de choses. Autre point, la manière d'écrire est la même. Ça c'est certain, mais dans le point de vue où je vous ai parlé dans le tome 1 de sphère, divisé en petits chapitres, là, ça revient. Donc c'est pour ça que c'est toujours cette manière de séparer le roman. Ça a été vraiment très intéressant pour moi. En point positif et négatif, en point positif, c'est vraiment une histoire qui a été vraiment très mouvementée. Toujours cette guerre entre ange et angiologue, mais on parle vraiment sur un autre sujet, mais qui reste en lien avec notre histoire principale. Un point très concentré sur Verlaine, mais j'aurais aimé que, je ne suis pas souvenir qu'Évangeline ait vraiment eu plus d'importance. Comme j'ai dit, c'est un roman qu'il faut vraiment que je vienne de relire parce que je trouve que c'est un roman, un deuxième temps qui vaut vraiment la peine, tout comme le premier, et vraiment ça vaut. Donc ma chronique sur Géopolis est terminée. De toute façon, vous aurez l'article écrit en barre d'infos si vous voulez vraiment avoir mon avis écrit. Donc c'est ma chronique est terminée si vous voulez savoir déjà. Donc c'est de Daniel Truessoni, édition Fleuve Édition. Donc je pense que le roman vaut vraiment le coup d'être lu si vous aimez les anges comme le tout premier. Sur ce, je vous dis bonne lecture.